Si vos traditions de Noël n'impliquent pas de frapper une bûche jusqu'à ce qu'elle défèque ou de manger des oiseaux toxiques enfouis dans de la graisse de phoque, vous vous y prenez mal. La version historique de Noël est un cauchemar chaotique de décorations radioactives, de rois gloutons et de squelettes envahissant les maisons. Nous allons nous plonger dans les 33 faits festifs les plus étranges, les plus stupides et les plus dangereux qui ruineront définitivement votre vision des fêtes. Devenons bizarres. 1. Si vous trouvez que trouver un morceau de charbon dans votre chaussette est dur, vous n'avez manifestement jamais passé les fêtes en Catalogne, où l'icône festive la plus aimée est littéralement une bûche qui fait caca. Connue sous le nom de tuyau de Nadal, cette tradition consiste à prendre une bûche évidée, à y peindre un visage souriant et à lui donner 2 petites pattes en bâton pour qu'elle ait l'air vaguement vivante. Pendant les semaines précédant le grand jour, les enfants sont chargés de garder la bûche au chaud, sous une couverture, et de la nourrir de noix et de fruits secs chaque nuit pour la faire grossir. Puis, la veille de Noël, l'amour se transforme en violence. Les enfants s'emparent de bâtons lourds et battent sauvagement la bûche, tout en chantant une chanson traditionnelle qui lui ordonne explicitement de déféquer des cadeaux. Si la bûche ne fait pas sortir assez de bonbons ou de nougat, les paroles menacent de la frapper encore plus fort. C'est la seule tradition des fêtes sur Terre qui combine avec succès l'élevage, la violence domestique et la digestion en un seul événement familial réconfortant. 2. Nous rêvons tous d'un Noël blanc. Mais au début du XXe siècle, cette esthétique hivernale magique s'accompagnait d'une grave maladie pulmonaire terminale. Avant que nous comprenions que certains minéraux étaient mortels, les gens étaient obsédés par l'idée d'introduire de la neige à l'intérieur de leur maison, mais comme la vraie neige fond et abîme le tapis, les fabricants vendèrent de la neige artificielle, sous des noms comme White Magic. Le problème était que cette poudre blanche et duveteuse était composée à 100% d'amiante de qualité industrielle. Il était commercialisé comme étant ignifuge et sûr, de sorte que les familles saupoudraient joyeusement de purs cancérogènes sur leurs arbres de Noël, leurs couronnes et leurs salons, exposant de fait leurs enfants à des boîtes chaudes de matériaux dangereux. Ce n'était pas seulement dans les maisons, d'ailleurs, cette scène célèbre du magicien d'Oz où Dorothy s'endort dans un champ de coquelicots pendant qu'il neige doucement. Il s'agissait de fibres d'amiante chrysotile pleuvant sur la distribution. Alors, quand vous regardez ce film et que vous ressentez la nostalgie des fêtes, rappelez-vous simplement que Judy Garland inhalait essentiellement un danger de chantier de construction pour le bien du cinéma. 3. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les rennes du Père Noël peuvent voler? La réponse pourrait ne pas être la magie, mais plutôt une dose massive de drogues hallucinogènes. Dans le cercle arctique, le peuple indigène Sami a remarqué que les rennes locaux avaient une obsession alimentaire très spécifique pour l'Amanita muscaria, ces emblématiques champignons rouges et blancs qui sont incroyablement toxiques et psychoactifs. Après avoir mâché ces champignons, les rennes se mettaient à gambader, à trembler et à agir de manière erratique, presque comme s'ils étaient défoncés et en plein vol. Les chamans locaux voulaient réaliser ce même voyage spirituel, mais les champignons étaient toxiques pour les humains sous leur forme crue. Cependant, le système digestif du renne filtrait les toxines mortelles tout en gardant les produits chimiques psychoactifs intacts dans leur urine. Ainsi, les chamans ramassèrent la neige jaune ou attrapèrent le pipi de renne et le buvaient pour partir en voyage spirituel. Sous l'influence de ce cocktail psychédélique recyclé, ils rapportèrent souvent la sensation de voler ou que leur âme quittait leur corps, donnant naissance à la légende du traîneau volant. 4. Dans la plupart des régions du monde, le dîner de Noël comprend une dinde, un jambon ou peut-être une oie rôtie. Mais au Japon, le repas traditionnel du réveillon de Noël est un seau graisseux de poulet frit Kentucky Fried Chicken. Cela crée une frénésie nationale où des millions de familles japonaises attendent dans des files qui peuvent durer des heures, ou doivent commander leurs party barrels des mois à l'avance juste pour s'assurer un repas. Cette tradition unique a commencé en 1974 grâce à une campagne de marketing brillamment trompeuse appelée Kentucky pour Noël. Le gérant du premier KFC au Japon a entendu des étrangers chercher de la dinde et, réalisant qu'il était impossible d'en trouver, a menti au public japonais en leur disant que le poulet frit était le dîner de Noël américain standard.
C'était une fabrication complète, mais cela a parfaitement fonctionné. Aujourd'hui, les statues du colonel Sanders devant les points de vente japonais sont habillées en costume de Père Noël. Et pour des millions de personnes, rien ne symbolise mieux la naissance de Jésus que des herbes et des épices secrètes. 5. Si vous avez l'estomac fragile, vous voudrez peut-être sauter celui-ci, car la tradition inuite groenlandaise du kiviak fait ressembler le cake aux fruits à un dessert étoilé au Michelin. C'est une délicatesse hivernale réservée aux occasions festives comme Noël, et la recette se lit comme un scénario de film d'horreur. Pour le préparer, vous prenez une peau de phoque et la farcissez d'environ 500 petits oiseaux de mer appelés mergules. Vous ne nettoyez pas les oiseaux, vous n'enlevez pas les plumes, et vous n'enlevez certainement pas les becs ni les pattes. Vous les fourrez entiers, cousez la peau de phoque et la scellez avec de la graisse pour empêcher l'air d'entrer. Ensuite, vous enterrez cet énorme sac de viande sous une lourde pierre pendant plusieurs mois pour le laisser fermenter en une bouillie molle et décomposée. Lorsque Noël arrive, vous le déterrez, mordez la tête de l'oiseau et aspirez les jus fermentés. Cela sent un mélange de fromage bleu fort et de chair en décomposition, prouvant que les gens mangeraient littéralement n'importe quoi pour survivre à l'hiver. 6. Les Gallois ont une tradition de Noël indéniablement plus cool et infiniment plus terrifiante que les chants de Noël habituels, connus sous le nom de Mari-Lwyd. Au lieu d'enfants mignons qui chantent des chansons, un groupe de villageois trouve un véritable crâne de cheval, le monte sur un poteau en bois et y attache un drap blanc pour cacher la personne qui le tient. Ils truquaient souvent la mâchoire avec un ressort pour qu'elle puisse se refermer avec un bruit sec et fort, créant ainsi une marionnette cauchemardesque squelettique. Cette équipe parcourait les rues sombres, frappait à la porte de quelqu'un et défiait le propriétaire de la maison à une joute d'esprit appelée Pebuebuenko. Il s'agit essentiellement d'une bataille de rap médiévale, où le crâne de cheval vous insulte en rime, et vous devez répondre en rimant une insulte ou une excuse expliquant pourquoi ils ne peuvent pas entrer. Si vous perdez la bataille de rap contre le cheval mort, vous devez laisser la créature et son entourage entrer chez vous pour manger votre nourriture et boire votre bière. C'est effectivement une invasion de domicile, mais avec plus de poésie et de squelette. 7. Avant que le plastique ne s'empare du monde, les décorations de Noël étaient littéralement une affaire de heavy metal. De l'époque victorienne jusqu'au début des années 1970, cette guirlande scintillante argentée que vous drapiez sur le sapin était faite de vrai plomb. Elle était incroyablement populaire car elle ne ternissait pas comme l'argent et pendait magnifiquement grâce à son poids, rendant l'arbre spectaculaire. L'inconvénient, bien sûr, était que les familles couvraient leur salon d'une puissante neurotoxine chaque mois de décembre. Les enfants manipulaient la guirlande puis mettaient leurs doigts dans leur bouche, où le chien de la famille mâchait un brin, entraînant un empoisonnement au plomb progressif juste pour essayer d'être festif. Il a fallu des décennies aux responsables de la santé pour réaliser que, peut-être, juste peut-être, envelopper le symbole de la joie et de la vie dans un métal lourd qui cause des lésions cérébrales n'était pas la meilleure idée. La FDA a finalement convaincu les fabricants d'arrêter de produire des guirlandes en plomb en 1972, mettant fin à une longue tradition de joie des fêtes toxiques. 8. Dans l'Amérique coloniale, plus précisément au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de plus grande parade que de posséder un ananas, qui servait de symbole de statut social ultime plutôt que de collation. Ces fruits tropicaux étaient incroyablement difficiles à importer avant la réfrigération, pourrissant souvent sur le navire avant d'arriver, de sorte qu'un seul ananas pouvait coûter l'équivalent de 8 000 $ en argent d'aujourd'hui. Parce qu'ils étaient si incroyablement chers, en manger un était hors de question pour presque tout le monde, alors les gens les utilisaient comme pièce maîtresse de leur dîner de Noël pour montrer leur immense richesse. Mais que faire si vous vouliez avoir l'air riche, mais ne pouviez pas vous offrir le fruit? Vous pouviez littéralement louer un ananas pour la nuit. Vous payiez des frais à un commerçant, rameniez l'ananas à la maison, le mettiez sur votre table pour que vos invités soient jaloux, puis le retourniez le lendemain afin que le commerçant puisse le louer à un autre arriviste social. Si vous le coupiez et le mangiez, vous étiez soit de la royauté, soit complètement fou. 9. Dans le sud de l'Amérique au XVIIIe et XIXe siècle,
les feux d'artifice étaient rares et chers. Alors les habitants ont développé une tradition dangereuse et terrifiante connue sous le nom de tir de l'enclume. Au lieu d'allumer un cierge magique, ils prenaient une massive enclume de forgeron, remplissaient sa cavité de poudre noire et plaçaient une deuxième enclume en fer à l'envers par-dessus pour servir de joint. Ils allumaient ensuite une mèche et s'enfuyaient pour sauver leur vie. Lorsque la poudre s'enflammait, l'explosion était si violente qu'elle projetait l'enclume supérieure, qui pesait plus de 50 kg, à des centaines de pieds dans les airs. C'est l'exemple ultime de l'histoire du « tiens ma bière », prouvant que les rednecks font exploser des choses pour se divertir bien avant l'existence de YouTube. 10. Si vous vous plaignez de l'odeur de la dinde qui cuisine, ayez une pensée pour les familles en Pologne et en République tchèque, où la pièce maîtresse traditionnelle de Noël est une carpe qui vit dans votre salle de bain. Parce que ces poissons sont meilleurs lorsqu'ils sont frais, les familles achètent aussi la carpe vivante quelques jours avant Noël et la maintiennent à nager dans la baignoire familiale pour purger la boue de son système. Cela signifie que pendant toute la semaine précédant les fêtes, personne dans la maison ne peut prendre de douche ou de bain, car la baignoire est occupée par un poisson gluant qui se nourrit sur le fond. Les enfants nomment souvent le poisson et le traitent comme un animal de compagnie temporaire, seulement pour regarder leur père le tuer avec un maillet la veille de Noël. Cela crée un délicieux mélange de mauvaise hygiène et de traumatisme infantile qui rassemble vraiment la famille. 11. Avant que les Pennsylvania Dutch n'adoptent l'image amicale du Père Noël, ils avaient un Belsnickel, qui est essentiellement le cousin maléfique et bipolaire du Père Noël. Vêtu de fourrure sale et de vêtements en lambeaux, Belsnickel ne descendait pas par la cheminée. Il tapait sur les fenêtres avec un bâton pour effrayer les enfants à l'intérieur. Une fois qu'il entrait dans la maison, il interrogeait les enfants sur leur comportement, et s'ils avaient été méchants, il ne leur donnait pas seulement du charbon, il les fouettait physiquement avec une badine qu'il portait à la main. Mais la guerre psychologique ne s'arrêtait pas là. Il jetait ensuite des bonbons par terre, et si les enfants se jetèrent dessus avec trop d'empressement, il les fouettait à nouveau pour avoir été gourmands. Il était moins un donneur de cadeaux qu'un disciplinaire, envahissant les maisons qui enseignaient aux enfants que la joie des fêtes s'accompagne d'une punition corporelle. 12. Nous connaissons tous les Christmas crackers comme ces tubes en carton qui font un petit pop et contiennent une blague terrible et un chapeau en papier. Mais leur invention était littéralement alimentée par des explosifs. Dans les années 1840, un confiseur londonien nommé Tom Smith a essayé de vendre des bonbons à la française, mais personne n'était intéressé jusqu'à ce qu'il soit inspiré par le crépitement d'une bûche dans une cheminée. Il a décidé que les friandises avaient besoin d'un élément de danger pour être excitantes, alors il a ajouté une bande de friction contenant du fulminate d'argent, un composé explosif légitime. Lorsqu'il a lancé ces détonations d'attente, ils ont eu un succès instantané parce que les enfants victoriens aimaient apparemment tout ce qui ressemblait à un coup de feu à table. Il s'avère que la seule chose qui manquait au dîner des fêtes était une explosion chimiquement induite pour surprendre grand-mère, prouvant que la pyrotechnie est la clé du succès marketing. 13. Vous pourriez penser que le Grinch détestait Noël, mais il n'est rien comparé à l'Écosse, qui a effectivement interdit la fête pendant près de 4 siècles. Suite à la réforme protestante en 1960, l'Église d'Écosse décida que Noël était trop catholique et trop amusant, alors elle l'annula légalement. Ce n'était pas seulement mal vu, c'était une infraction pénale d'être vu en train de célébrer. Si vous étiez surpris à cuire une mince pie festive, vous pouviez être menacé d'emprisonnement. Pendant des centaines d'années, le 25 décembre n'était qu'un jour ouvrable normal où les gens se rendaient au bureau ou à l'usine comme si de rien n'était. Étonnamment, Noël n'est redevenu un jour férié désigné en Écosse qu'en 1958. Cela signifie qu'il y a des gens en vie aujourd'hui qui se souviennent d'une époque où le pays entier ignorait simplement la plus grande fête sur Terre par pur et obstiné principe religieux. 14. Les Victoriens sont célèbres pour leur société polie, mais leur jeu de salon de Noël était essentiellement une torture sanctionnée, et le pire délinquant était un jeu appelé Hot Cockles. Dans ce passe-temps brutal, une personne malchanceuse était bandée et forcée de s'agenouiller la tête sur les genoux de quelqu'un. Les autres invités se relayaient ensuite pour donner des coups de pied ou gifler la victime par derrière aussi fort que possible.
La victime agenouillée devait ensuite deviner qui l'avait frappée, et elle ne pouvait pas se lever tant qu'elle n'avait pas deviné correctement. Si elle se trompait, elle continuait simplement d'être battue par ses amis et sa famille. Cela rend vraiment un jeu de Monopoly ennuyeux avec votre grand-mère plutôt attrayant en comparaison. 15. Trouver le cadeau parfait est difficile, mais en 1252, le roi Henri III reçut un cadeau impossible à emballer, un ours polaire vivant. L'ours était un cadeau du roi Haakon de Norvège et était gardé dans la tour de Londres, qui servait de ménagerie royale. Étant donné qu'il est coûteux de nourrir un ours polaire et qu'Henri était avare, le roi a trouvé une solution unique. Il a ordonné qu'une longue et lourde chaîne de fer soit attachée au cou de l'ours et a permis à l'animal de nager dans la Tamise pour attraper son propre poisson. Les Londoniens se rassemblèrent sur les rives pour regarder un ours polaire, littéral, pagayer dans la rivière sale au milieu de la ville. C'était un spectacle surréaliste qui terrorisait probablement quiconque essayait de ramer un bateau à proximité, transformant la Tamise en la piscine la plus dangereuse de l'Europe médiévale. 16. Chaque crèche que vous avez vue présente 3 rois mages arrivant à l'étable. Mais si vous lisez réellement la Bible, elle ne dit jamais qu'ils étaient 3. L'évangile de Matthieu déclare simplement que des mages d'Orient sont arrivés et qu'ils ont apporté 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parce qu'il y avait 3 objets, la tradition a simplement supposé qu'il y avait 3 gars. Mais pour tout ce que nous savons, cela aurait pu être 2 hommes portant de lourds sacs ou une fête de 20 personnes contribuant au cadeau. Certaines traditions orientales affirment même qu'il y avait 12 mages. L'idée de « nous 3 rois » est essentiellement une fan-fiction historique que nous avons tous acceptée comme un fait, prouvant que nous comptons mal les invités à la fête d'anniversaire depuis 2000 ans. 17. Dans la région Alsace, entre la France et l'Allemagne, le Père Noël ne voyage pas seul. Il amène un acolyte nommé Hans Trapp qui fait passer le Krampus pour un ours en peluche câlin. La légende raconte que Hans était un chevalier riche et cruel qui se tourna vers le satanisme et finalement le cannibalisme pour satisfaire ses désirs tordus. Après avoir été exilé dans la forêt, il se déguisa en épouvantail pour chasser et manger les enfants qui s'aventuraient trop près. Dans une tournure bizarre de l'esprit des fêtes, il fut finalement frappé par la foudre par Dieu lui-même, mais son esprit perdure en tant que compagnon de Noël. Maintenant, il voyage avec Saint Nicolas, non pas pour offrir des cadeaux, mais pour terrifier les enfants désobéissants. Alors que le Père Noël distribue du chocolat, Hans Trapp se tient là, ressemblant à un épouvantail démoniaque, rappelant aux enfants que s'ils se conduisent mal, l'alternative à un cadeau est d'être mangé par un fantôme médiéval. 18. Noël 1980 fut dominé par un bloc de plastique coloré qui poussa l'ensemble de la population humaine au bord de la folie. Le Rubik's Cube. C'était le cadeau incontournable absolu de la saison, se vendant à des centaines de millions d'unités et créant une obsession mondiale que les parents ont immédiatement regretté. Mais ce jouet était si addictif qu'il a en fait créé une nouvelle condition médicale. Les médecins ont signalé une augmentation soudaine de patients souffrant du poignet de Rubik et du pouce du cubère, qui étaient des blessures dues à des tensions répétitives causées par la torsion frénétique du cube pendant des heures. Il reste le seul puzzle qui ait causé à la fois des dommages orthopédiques et une rage émotionnelle extrême le matin de Noël. 19. Si vous pensez que les chants de Noël sont une tradition douce et innocente, vous devez vous pencher sur ses origines ivres et agressives connues sous le nom de wassailing. Dans l'Angleterre médiévale, il ne s'agissait pas de répandre la joie, c'était fondamentalement une extorsion légalisée. Des foules de paysans parcouraient les rues, arrivaient aux maisons de voisins fortunés et exigeaient de l'alcool et de la nourriture de haute qualité. Ils chantaient des chansons qui menaçaient explicitement le propriétaire, avec des paroles promettant de maudire la famille ou de vandaliser leur propriété s'ils ne remettaient pas l'alcool immédiatement. Une chanson populaire inclut même la ligne « Nous ne partirons pas avant d'en avoir », ce qui est moins un chant de fête qu'une tactique de négociation d'otages. C'était essentiellement « trick or treat » pour adultes, mais avec plus de cidre et une menace légitime de dommages matériels si vous étiez avare. 20.
La raison entière pour laquelle nous associons Noël à une neige profonde et duveteuse est en grande partie parce que Charles Dickens a vécu une anomalie climatique étrange. Au début du 19e siècle, Londres a connu une période connue sous le nom de Petit âge de glace, où les températures ont chuté si bas que la Tamise a gelé suffisamment solidement pour organiser des foires de givre sur la glace. Dickens a grandi pendant ces hivers enneigés rares. Alors, quand il a écrit Un chant de Noël, il a décrit un pays des merveilles hivernales blancs comme étant la norme. En réalité, les Noëls blancs dans le sud de l'Angleterre sont historiquement très rares. Nous avons passé près de 2 siècles à courir après une esthétique des fêtes qui était basée sur un bog climatique temporaire, ce qui signifie que notre norme pour un Noël parfait n'est en fait que de la propagande météorologique des années 1800. 21. La ville de Riga en Lettonie prétend être le berceau du tout premier sapin de Noël en 1510, mais leur version de la décoration était un peu plus destructrice que la nôtre. Selon les archives, un groupe de marchands locaux connu sous le nom de Confrérie des Têtes Noires a apporté un sapin sur la place de la ville, l'a recouvert de fleurs en papier et a dansé autour. Mais au lieu de le laisser en place pour la saison afin de profiter des lumières scintillantes, le grand final de la nuit a été de mettre le sapin entier en feu. Ils se sont saoulés, ont dansé et l'ont regardé brûler entièrement dans un immense feu de joie. Ainsi, la tradition originale du sapin de Noël n'était pas une question de préservation ou de beauté. C'était juste une excuse élaborée pour la pyromanie, ce qui, honnêtement, ressemble à une bien meilleure façon de terminer une fête. 22. Quand il s'agit d'excès alimentaires pendant les fêtes, personne dans l'histoire ne peut rivaliser avec le roi Richard II d'Angleterre. Pour son festin de Noël en 1377, la cuisine royale a préparé un menu qui est franchement obscène. La liste d'épicerie comprenait 28 bœufs et 300 moutons, tous abattus et rôtis pour un seul événement. Ce n'est pas un repas, c'est un événement d'extinction localisé pour le bétail. Le festin était si massif qu'il est cité par les historiens comme l'une des démonstrations de gloutonnerie les plus grotesques du Moyen Âge. Alors que la plupart des paysans avaient de la chance d'obtenir un morceau de viande, le roi et ses courtisans mangeaient effectivement une ferme de taille moyenne. 23. En Italie, le principal porteur de cadeaux n'est pas un homme joyeux dans un traîneau, mais une vieille sorcière laide volant sur un balai nommée la Befana. Selon le folklore italien, elle distribue des cadeaux la veille de l'épiphanie en janvier, laissant des bonbons pour les bons enfants et un morceau de charbon, ou parfois des bonbons noirs qui ressemblent à du charbon, pour les méchants. L'histoire raconte que les 3 rois mages l'ont invitée à se joindre à leur recherche de l'enfant Jésus, mais elle était trop occupée à nettoyer sa maison et a refusé. Elle l'a regretté plus tard et vole autour du monde depuis, visitant chaque maison dans l'espoir de trouver l'enfant saint. C'est une charmante tradition qui enseigne aux enfants que si vous donnez la priorité aux tâches ménagères plutôt qu'à une aventure, vous vous transformerez en une sorcière qui est condamnée à errer sur Terre pour toujours. 24. Dans certaines communautés rurales au XVIIIe siècle, la science vétérinaire était pratiquement inexistante. Alors les agriculteurs se sont tournés vers un rituel de Noël bizarre pour guérir leur bétail. Si une vache ou un cheval tombait malade pendant les fêtes, l'agriculteur n'appelait pas un médecin. Au lieu de cela, il écrivait un verset de la Bible ou une prière sur un morceau de papier, l'enveloppait dans de la pâte ou du pain et forçait l'animal à le manger. La croyance était que les paroles saintes digérées à l'intérieur de la bête guériraient miraculeusement la maladie. Bien que la foi fût forte, nourrir de l'encre et du parchemin à une vache qui a mal au ventre n'a probablement pas fait grand-chose pour améliorer la situation, mais cela ajoute certainement un sens littéral à la digestion de la parole de Dieu. 25. En 1927, le gouvernement des États-Unis a décidé que la bureaucratie fédérale ne devait pas s'arrêter aux limites de la réalité. C'est pourquoi le sous-secrétaire au commerce pour l'aéronautique a officiellement délivré un permis de pilote légitime au Père Noël. Ils n'ont pas simplement griffonné une note sur une serviette. Ils ont traité des formalités administratives, le désignant avec la licence numéro 100, et ont même créé des cartes détaillées des voies aériennes pour son traîneau afin d'assurer la navigabilité. Le gouvernement a affirmé que cela avait été fait pour assurer aux enfants anxieux que le Père Noël ne serait pas immobilisé au sol ni arrêté pour avoir piloté un véhicule non immatriculé dans l'espace aérien américain,
faisant effectivement de Saint-Nic un aviateur sous licence fédérale. Cela demeure un moment rare où le gouvernement a joué le jeu d'une fantaisie collective, mais cela implique aussi étrangement que si jamais le Père Noël écrasait son traîneau, la FAA serait légalement tenue de lancer une enquête complète sur l'accident du système de propulsion par Rennes. 26. Le Japon a une histoire de chrétien caché qui ressemble plus à un thriller d'espionnage à enjeux élevés qu'à un mouvement religieux. Après que le shogun a strictement interdit le christianisme en 1614, sous la menace d'une exécution immédiate, les croyants connus sous le nom de Kakure Kirishitan se sont enfouis profondément pour garder leur foi vivante. Pendant plus de 250 ans, ils ont réussi à célébrer Noël en secret total, en développant des illusions d'optique intelligente. Ils ont créé des statues qui ressemblaient exactement à la déesse bouddhiste Canon, tenant un bébé. Mais dans leur esprit, ils priaient la Vierge Marie et Jésus. Ils ont essentiellement camouflé leur religion interdite au sein de l'iconographie de la culture dominante pour éviter la peine de mort. Ce déguisement a été si efficace qu'ils ont réussi à transmettre ces traditions secrètes pendant des siècles, juste sous le nez des autorités samouraïs qui voulaient dans les tuer, prouvant que l'esprit de Noël est étonnamment doué pour les opérations furtives. 27. Nous avons tous entendu la douce et pieuse histoire selon laquelle les cannes de bonbons sont en forme de J pour Jésus et que les rayures rouges représentent son sang. Mais les historiens confirment qu'il s'agit d'un mythe complet fabriqué au XXe siècle. Dans les années 1950, un mouvement religieux a tenté de garder le Christ dans Noël, en attribuant rétroactivement une signification sainte aux bonbons, mais la réalité ennuyeuse est beaucoup plus pratique. Les cannes de bonbons ont été inventées à l'origine en Allemagne, simplement comme des bâtons de sucre blanc et droit, conçus pour garder les enfants de cœur silencieux pendant les longs et ennuyeux services religieux. Le célèbre crochet a été ajouté plus tard non pour des raisons théologiques, mais dans un but purement technique. Il rendait le bonbon plus facile à accrocher aux branches d'un sapin de Noël sans tomber. Ainsi, malgré ce que l'Internet ou votre grand-mère pourrait vous dire, le bonbon des fêtes le plus célèbre du monde est un triomphe de l'utilité défiant la gravité, et non de la théologie cachée. 28. Si vous pensez que vos proches cadeaux sont difficiles à satisfaire lors des dîners de fête, soyez heureux de ne pas dîner avec le légendaire roi Arthur. Selon Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Malory, le roi avait un vœu de Noël bizarre et incroyablement agaçant. Il refusait absolument de s'asseoir et de manger son festin tant qu'il n'avait pas vu une merveille ou entendu le récit d'une grande aventure. Cela signifiait que des centaines de chevaliers et de courtisans affamés devaient rester debout à regarder la viande rôtir pendant qu'elle refroidissait, attendant juste que quelque chose de dramatique se produise. Souvent, les chevaliers devaient se précipiter dehors et trouver désespérément une demoiselle en détresse ou un monstre juste pour satisfaire le besoin de divertissement du roi afin que tout le monde puisse enfin manger. Il s'avère que le roi Arthur était le client original du dîner-spectacle, mais avec des enjeux beaucoup plus élevés pour le personnel affamé. 29. La tradition d'offrir des cadeaux de Noël inutilement chers a atteint son apogée avec la famille Romanov-Russe, qui a transformé l'échange de cadeaux en un sport extrême d'inégalité de richesse. Le tsar Alexandre III a commencé une tradition de commander au bijoutier Peter Karl Fabergé de créer chaque année un œuf de Pâques ou de Noël orné de bijoux pour sa femme. Ce n'étaient pas seulement de belles décorations, ils étaient un fait d'or massif, de diamants et de rubis, contenant souvent à l'intérieur de minuscules surprises mécaniques complexes comme des trains miniatures ou des oiseaux. Ils coûtaient l'équivalent moderne de millions de dollars et ne servaient absolument à rien d'autre qu'à être posés sur une étagère en étant jolis. Alors que la paysannerie russe mourait littéralement de faim devant les portes du palais, le tsar échangeait les objets inutiles les plus chers de l'histoire humaine, ce qui pourrait expliquer pourquoi la révolution russe a finalement mis fin de manière très permanente et sanglante à leur folie d'achat de fête. 30. Aujourd'hui, nous associons les histoires de fantômes exclusivement à Halloween. Mais pendant des siècles, la veille de Noël était en fait le moment privilégié pour la terreur absolue. À l'époque victorienne, il était traditionnel de se rassembler autour du feu, non pas pour chanter de joyeux chants de Noël, mais pour raconter des histoires effrayantes de morts vivants et de surnaturels.
C'est exactement pourquoi Charles Dickens a écrit Un chant de Noël, comme une histoire de fantôme, et pourquoi Henry James a écrit le classique terrifié, Le Tour d'écrou, comme un conte de fête. L'idée était que, les nuits étant les plus longues et les plus sombres en décembre, la barrière entre les vivants et les morts était la plus mince. Nous avons largement aseptisé cette tradition en une ambiance joyeuse et sacrée. Mais à l'origine, les fêtes étaient la saison Spooky Party 2, conçue pour vous effrayer et vous inciter à être une personne vertueuse avant l'arrivée du Nouvel An. 31. Pour les mordus de science, le 25 décembre marque la naissance d'un autre genre de sauveur. Alors que le monde célèbre la nativité, la communauté de la physique observe discrètement Newton Mass, car Sir Isaac Newton est en fait né le jour de Noël en 1642 selon l'ancien calendrier julien. C'est une coïncidence historique fantastique que l'homme qui a éclairé les lois de l'univers soit né le même jour où nous célébrons la lumière du monde. Certains athées et scientifiques échangent même des pommes ou des cartes célébrant la gravité ce jour-là pour l'honorer. Alors, si vous oubliez d'acheter un cadeau à quelqu'un, laissez simplement tomber une pomme sur sa tête et dites-lui que vous célébrez la naissance de la physique moderne. C'est techniquement historiquement exact et cela vous fait économiser beaucoup d'argent sur le papier cadeau. 32. Nous tenons la messagerie instantanée pour acquise aujourd'hui, envoyant des milliards de SMS chaque heure sans réfléchir. Mais toute la révolution mondiale des SMS a commencé avec une seule salutation de fête. Le tout premier SMS de l'histoire humaine a été envoyé le 3 décembre 1992 par un ingénieur britannique nommé Neil Papworth. Il l'a envoyé depuis un énorme ordinateur de bureau vers le téléphone portable encombrant de la taille d'une brique Orbitel 901 du directeur de Vodafone, Richard Jarvis. Le message ne contenait aucun emoji, abréviation ou selfie. Il disait simplement « Merry Christmas », Joyeux Noël. Cette humble phrase de 2 mots a lancé l'ère de la communication mobile qui finirait par ruiner notre capacité d'attention et détruire la grammaire correcte pour toujours. Il est pertinent que la technologie que nous utilisons pour ignorer nos familles à table ait commencé par un souhait poli pour une bonne fête. 33. Vous pourriez penser que Jingle Bells n'est qu'une chanson agaçante que vous entendez dans les centres commerciaux, mais elle détient le titre prestigieux d'être la bande sonore de la toute première performance musicale dans l'espace extra-atmosphérique, et elle a en fait commencé comme une farce terrifiante. Le 16 décembre 1965, les astronautes à bord de Gemini 6 ont contacté le contrôle de mission avec un rapport grave et sérieux concernant un mystérieux ovni qu'ils avaient repéré en orbite polaire. Ils ont décrit un grand véhicule entrant dans l'atmosphère commandé par un pilote portant un costume rouge, provoquant une véritable panique chez les ingénieurs de la NASA au sol concernant une potentielle rencontre extraterrestre ou une arme soviétique secrète. Juste au moment où la tension atteignait son apogée, les astronautes ont sorti un harmonica miniature de contrebande et un ensemble de cloches pour jouer une version tremblante de Jingle Bells à la radio. Cela prouve que même lorsque l'humanité quitte la planète pour explorer le vide mortel de l'espace, nous ne pouvons toujours pas résister à l'envie de faire de terribles blagues de papa sur le Père Noël. Nous venons de prouver que nos ancêtres étaient complètement fous, mais je vous garantis qu'il nous manque quelque chose. Je veux que vous exposiez votre propre culture dans les commentaires. Quelle est la tradition des fêtes la plus étrange ou la plus embarrassante de votre pays qui mérite d'être le numéro 34 ? Choquez-moi avec votre folie locale. Écrasez ce bouton. J'aime si vous avez appris quelque chose de troublant et abonnez-vous pour plus d'histoires qui ruinent votre enfance.